Bonjour, ici c'est Manuel Puello et j'étais présent dans l'atelier sur la digitalisation de la justice belge organisé par Open Justice. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais faire une explication de ce que j'ai entendu, ce qui a été dit dans cet atelier. Il y avait une quinzaine de personnes. J'ai enregistré l'audio de cet atelier et, j'ai écouté l'enregistrement, j'ai fait une liste de toutes les idées qui étaient dites pendant cet atelier et je les ai groupées dans un mind map que vous pouvez regarder ici. Donc ici, donc vous pouvez regarder, il y a 5 blocs. Il y a un bloc qui s'appelle Pourquoi digitaliser. Il y a un bloc qui s'appelle Services numériques, donc qui parle de la justice comme un service en fait. Donc il y a plusieurs acteurs qui utilisent la justice de différents points de vue. Et donc ici c'est une réflexion autour de la justice comme service et comment on peut améliorer ce service. Il y a un autre bloc qui s'appelle obstacles. Quels sont les obstacles qu'on trouve dans la digitalisation de la justice aujourd'hui? Et il y a un autre bloc qui s'appelle pistes. Donc, c'est des pistes et c'est possible des idées qui pourraient, ou des principes qui pourraient nous donner une idée des solutions, hein, pour où de naviguer un peu vers des solutions possibles. Donc, si on commence par pourquoi digitaliser, donc ici, voilà, c'est le monde est plus digital. Et donc, si on vit en 2021, on vit dans une société digitale, et donc si la justice n'arrive pas à suivre le rythme de la société, elle va perdre un peu son rôle, hein, le rôle de la justice. Donc, pourquoi digitaliser? Ça, c'est le premier bloc. Et si on passe à l'explication, bloc 2, c'est les services numériques, en fait. Alors, si on parle de la justice comme un service, euh, premier point, donc les droits à l'ère de la technologie, c'est l'information. Hein, c'est l'information. C'est l'accès à l'information. Et donc ici, il y a deux branches. Il y a un parti qui c'est le web légal. Euh, voilà, c'est le web légal. Ça parle de l'expérience des personnes qui cherchent sur le web, qui font des requêtes sur des moteurs de recherche et avec un problème en concret. Et donc, on constate qu'il y a plusieurs ASBL qui donnent un contenu juridique online, mais la question c'est est-ce que c'est de bonne qualité, c'est à jour, c'est un contenu qui est belge, qui est français. Et donc on constate ici aussi manque une publication étatique de qualité avec des bonnes structures de l'information, des bonnes métadonnées. L'État a la responsabilité de publier les droits dans différentes dimensions et les faire de façon qualitative, donc qui peut bénéficier de la puissance du web aujourd'hui pour publier de l'information. Aujourd'hui, les services, comme on a dit avant, les services numériques, c'est un service de l'information. Dans cette partie-là, donc, c'est difficile de lire les codes et de législation et tous les changements qui se passent au niveau législatif, c'est difficile de les suivre en fait dans les codes. La communication et ses effets. Donc, ce point-là parle de, en fait, on peut pas traiter toute la communication de la même façon. C'est pas la même chose d'envoyer un email que d'avoir une conversation téléphonique avec quelqu'un. C'est un peu cette partie de la communication dans les services numériques.
Troisième point ici, la justice, elle est très large comme terme. Et donc ici, on parle plutôt de savoir qui sont les différents acteurs concernés dans la justice. Bien écouter quels sont leurs besoins, c'est pas la même chose un avocat un citoyen, qu'un juge. Et donc, il faut bien analyser les besoins. Par exemple, si on fait des workshops avec des magistrats, parfois, ils se plaignent des choses, des problèmes en concret. Ils n'ont pas accès aux bases juridiques payantes. Et donc, parfois, c'est drôle, mais ils font des recherches sur Google pour trouver des lois ou trouver des accès à d'autres jurisprudences. Justice, il faut avoir une pensée systémique. Donc, une solution qui conçoit un service de la justice et qui pense, qui a une vue d'ensemble de tous ces acteurs dans tous les territoires, dans toutes les juridictions et qui a vraiment une solution qui a une pensée systémique à toute cette souci du service numérique en fait. Parfois aussi dans les services numériques, on demande aux citoyens des tâches. Hein. Les citoyens, parfois dans les services numériques, ils sont plus que des consommateurs, mais ils sont des personnes qui on les demande de remplir des choses. Et donc, ils deviennent de façon plus active dans les services numériques. Alors, la question ici, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que les citoyens sont prêts? Qu'est-ce qu'on les demande, par exemple, comme fichier qu'ils peuvent uploader? Est-ce qu'ils peuvent uploader en vidéo? Est-ce qu'ils peuvent uploader en audio? Et les questions de format des fichiers qu'ils peuvent uploader dans les services. Ici aussi, la question de l'accessibilité, les différents handicaps que les citoyens y sont. Est-ce que cette information, ce service est accessible pour tout le monde? Et le dernier point ici de les services numériques, c'est il y avait aussi des entrepreneurs dans la salle, les gens qui lancent une start-up dans le secteur légal. Ici, pour eux, digitaliser, pour les personnes qui étaient dans la salle, digitaliser, c'est en fait c'est optimiser les procès. Hein. Voilà, ça c'est, je pense, la partie des services numériques. Si on voit quels sont les risques qu'on trouve. Bon, un risque, c'est par exemple d'attendre trop de ces startups, des incubateurs. On n'a pas, si on évalue un peu la situation de ces startups, ils ont un return on investment qui est redoutable. Aussi, pour les startups, la taille du marché belge est parfois très petite pour être profitable, pour avoir des revenus. Un deuxième risque ici, c'est une manque de synchronisation entre les discours, entre ce que les gens disent et la pratique. Hein. Parfois, le marketing a un discours de formateur de la réalité. Hein. Et les risques aussi qu'on est en train de remplacer les grands principes des droits hein, par l'immédiateté, par la rapidité, etc. Un autre risque, c'est le risque de simplifier trop la complexité du social en fait. Tout devient une interaction. Il n'y a pas assez de qualitatif, de prendre en compte la richesse humaine qui ne peut pas être simplifiée par le digital, hein, de tout mesurer, mais tout devient quantitatif. Un autre risque, c'est la fragilité de l'innovation. Parfois, l'innovation sort de l'idée de quelqu'un qui travaille, par exemple, dans un ministère
Et, euh, et donc, c'est souvent tué, cette idée, cette innovation. Et donc, il y a une grande fragilité de l'innovation au niveau juridique. Il faut la soigner, il faut la nourrir. Un autre risque, c'est l'État Big Brother qui collecte toutes nos données. OK? Donc, ici sont toutes les idées par rapport au risque de la transformation, de la digitalisation de la justice. Si on parle des obstacles de la digitalisation, bon, on a constaté beaucoup d'obstacles qu'on peut regarder ici. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a un obstacle? Donc, un obstacle, c'est une absence de vision globale, une absence de savoir où on va, une absence de stratégie, d'avoir une vision systémique de qu'est-ce que c'est la transformation digitale, où on veut y aller. Un obstacle, c'est aussi les jeux politiques, les tensions au niveau politique, des tensions au niveau organisationnel et territorial. Obstacle, les magistrats sont parfois récalcitrants dans tout ce qui est la digitalisation. Ils considèrent que c'est une interférence du législatif. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent, ouais. Et après, il y a aussi la question de la propriété intellectuelle des textes juridiques, que c'est quand même, ils considèrent que c'est les jurisprudences, ça appartient à eux comme des propriétaires de la propriété intellectuelle. Un autre obstacle, c'est l'obstacle de la pseudonymisation des jugements. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut vraiment pseudonymiser les textes de jurisprudence? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est sécure? Hein? Alors, un autre obstacle qu'on constate, c'est la masse de données stockées, hein, beaucoup de données, big data. Un autre obstacle, c'est la sécurité, bien sûr, la sécurité informatique. Un autre obstacle, c'est la soutenabilité de tout ça. Hein. Est-ce que ça, c'est soutenable par rapport à la réalité aujourd'hui, à qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quel est le coût environnemental de toute cette digitalisation? La question des abonnements de l'État à des services payants que parfois de Facebook, de Google, de Microsoft, parfois ils offrent des services qui ne sont pas idéaux pour la confidentialité. Un autre obstacle, c'est l'influence énorme de grosses entreprises IT qui gravitent autour du SPF Justice et qui essayent de donner des solutions qui marchent pour eux au niveau commercial, mais peut-être ils ne marchent pas. Hein, pour tout le monde, ils sont pour cette absence de vision systémique, mais qui font une grosse influence dans les SPF Justice qui eux, ils sont un peu perdus par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire et comment on pourrait apporter des solutions. Et donc, ils écoutent seulement des gros acteurs commerciaux et qui parfois n'offrent pas la solution la plus globale, en fait. Ils ont peur de la question de la confidentialité, cette grosse entreprise IT, ils ont peur de la question de la confidentialité des données dans les jugements. Par exemple, si un jugement contient des affaires concernant des mineurs, des aspects sensibles de l'information contenue dans ces datas. Un autre gros obstacle de cette digitalisation, c'est les ressources humaines dans les secteurs publics. Ils sont sous-qualifiés. Parfois, il manque une compréhension de qu'est-ce que c'est le digital, pourquoi digitaliser. Ils considèrent que parfois ça existe déjà. Ben, nous, on a notre groupe WhatsApp. Pourquoi on doit digitaliser si tout le monde est en train d'utiliser WhatsApp? Un obstacle, c'est la résistance au changement. La résistance au changement par rapport à tous les différents acteurs de cette systémique. Un aspect financier que ça peut aussi devenir un obstacle. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, cette digitalisation. Un autre obstacle, c'est les ressources humaines. Bon, ici, ils sont désenchantés avec la situation. Ils ont déjà vu beaucoup d'essais de changer, mais ça ne marche pas. Un autre obstacle, c'est des discriminations
avec les métiers, par exemple. On a les fonctionnaires qui sont dedans, sous-qualifiés, qui comprennent pas qui n'ont pas de compétences techniques. Et dehors, on crée des ASBL pour embaucher des IT qui vont venir avec des solutions IT. Et donc, il y a une discrimination par rapport à des rôles, à des fonctions. Hein. Les prestataires IT sont parfois moins payés, mais pourquoi on doit payer moins les techniciens IT, spécialement dans un contexte comme aujourd'hui, de digitalisation qui mène à des solutions techniques. Problème de communication entre les différents départements, on ne se comprend pas. Hein? Les geeks, ils nous apportent des solutions trop techniques qu'on ne comprend pas. On n'arrive pas à parler la même langue en fait. Avec les différents départements et fonctions dans les départements. Et après, le dernier obstacle, bon, un projet digital sans et c'est parfois de faire des projets dans lesquels sont pas tous les experts sont assis sous la même table. Il y a souvent des professionnels avec un profil technique qui apportent des solutions, mais qui ne consultent pas d'autres fonctions et d'autres expertises qui doivent être consultées ici au niveau, par exemple, privacité, respect des données, au niveau sécurité, etc. Voilà, ça c'est les parties d'obstacles. Est-ce qu'il manque d'autres choses? On a parlé des services, des risques. Les risques, on a déjà parlé. Les pistes, début d'une solution. Ici, les pistes. C'est le dernier qui nous manque. Alors, des pistes pour essayer de débloquer la situation, pour trouver des problèmes à tout ça. Des langages FALC, un langage accessible, et travailler sur la legal design pour faire des droits plus accessibles. Bon, ici on parle d'un besoin d'un changement culturel de tous les acteurs, travailler sur la culture, tous les changements culturels, éducation sur qu'est-ce que c'est l'agilité. La culture numérique, c'est une culture qui est basée sur la UX, la User Experience. Donc, les solutions du digital sont créées à travers le placement de l'utilisateur dans les centres. Et ici, il faut regarder comment l'utilisateur est en train d'utiliser cet outil et essayer d'aller vers une amélioration continue. Comme ça, les utilisateurs peuvent vraiment achever ses besoins à travers des besoins d'information à travers le digital. Un changement culturel incorpore la mesure, incorpore un dashboard par projet, comment on va mesurer l'impact et la usabilité de ces projets. Un changement de culture commence un projet par un problème concret et les problèmes et est-ce que le digital et cet outil va résoudre ce problème. On commence petit, hein, le MVP, fameux MVP, on commence avec parfois sans coder, mais on commence avec un début de service et voilà, on commence à mesurer le plus rapidement possible pour voir si c'est une solution qui pourrait apporter la solution vraiment à les problèmes. Après, ici, on parle de l'espace de travail, les bureaux, comment on peut créer des espaces qui génèrent la collaboration entre départements, entre les différents acteurs. Ici, Peter Jean, il parlait de EtaLab et comment l'EtaLab, comme un incubateur d'État, a réussi à mettre des gens ensemble, des gens qui travaillent dans des différents départements et qui peuvent se parler. Et parfois les silos départementaux au niveau étatique empêchent vraiment que les gens se parlent. Partage des codes sources au niveau développement des logiciels, hein, la culture du numérique, c'est une culture de la réutilisation des codes sources. Si on travaille avec des entreprises IT, elles font des expériments avec les logiciels. C'est du code qui est payé avec de l'argent public et donc c'est un code qui doit être mis
dans des repositoires de code et pour pouvoir être réutilisés pour éviter de travailler deux fois dans la même chose et de dépenser de l'argent public plusieurs fois. Alors, commandez-vous de la solution? Ça c'est déjà dit, une vision systémique, hein. Il faut voir vraiment avoir une vision systémique de toute la situation et concevoir la pratique du droit comme un service public. Un autre piste pour solution, c'est rendre les chantiers digitales plus accessibles aux startups, aux entrepreneurs sociaux. Hein, plus de hackathons. Aujourd'hui, les grosses entreprises IT avec influence politique sont les seules qui sont consultées. Donc, on est en train de rater une opportunité d'inclure la société civile, d'inclure ces startups qui sont en vie de vraiment de participer à quelque chose qui a du sens. Voilà. Et regarder les droits comme un générateur d'opportunités au lieu de regarder les droits d'opportunités de business, d'opportunités de générer de la valeur en société, et pas les droits comme un obstacle à surmonter, en fait. Hein? C'est les droits comme information, comme données, va générer beaucoup de possibilités de générer des opportunités. Et il faut avoir cette vision optimiste de l'information légale parce que ça va générer des opportunités de création de la valeur pour tout le monde. Deux postures face à la digitalisation. On a constaté des gens qui s'opposent, hein, des gens qui disent ben, non, ça il faut pas faire, il faut pas faire ça. Et il y a une autre posture qui c'est la posture de l'active. Hein. Moi j'ai fait des choses. Et donc voilà, il faut considérer que les personnes qui proposent des solutions ont plus de valeur parce que et donc les données plus des poids. Hein, c'est pas la même chose de dire ça, ça ne marche pas, que de créer et d'essayer de trouver une solution avec une action concrète et qui nous permet d'évaluer ce qui marche, ne marche pas. Those who make the calls, those who make call the shots, c'est un principe qui dit bah, si tu fais, tu as un peu plus d'autonomie dans les choix de l'opération, de comment arriver à faire ce que tu veux faire. Et voilà, c'était un peu toute la collection d'idées qu'on a stockées aujourd'hui à Charleroi, dans les workshops en novembre. Et voilà, donc maintenant, ça serait bien pour créer un post qui va résumer tout cette... incorporer quelques visuels qui peuvent illustrer avec une visuelle chacune des idées qu'on peut voir ici dans cette mind map. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.